Quand je me rends à Berlin en vacances avec mes deux fils, nous avons un péché mignon, qui est aussi celui des étudiants sans le sou, des managers pressés, des mères de famille bon teint, et même des skinheads affamés. Le doner kebab, bon petit snack d'environ 615 calories, que toute l'Allemagne dévore, été comme hiver, en format mini ou XL. Le doner kebab, donc, plat d'origine turque devenu patrimoine national, bien plus que n'importe quel currywurst, rote-grütze ou gâteau forêt noire. En turc, dönmek veut dire tourner, kebab ou kabab, grillade. Doner kebab, de la viande grillée qui tourne. Mais c'est bien plus que cela. Allons voir Samy, le préféré de mes garçons. Regardez-le découper de fines tranches de la broche tournante, jadis de l'agneau, aujourd'hui surtout du veau, du bœuf ou de la dinde, parfois mélangé avec de la viande hachée, mais pas trop, sinon ce n'est plus un vrai donneur. Ensuite, il dépose la viande dans une tranche triangulaire, délicatement toastée de pain pidé, une sorte de pain turc. Il y ajoute moult légumes hachés, normalement proscrits chez la plupart des ados, salade, tomates, concombres, oignons et surtout chou rouge. À la fin d'un geste assuré, il asperge le tout d'une sauce yaourt aux herbes, ail ou piment. 3 millions de donneurs sont vendus chaque jour en Allemagne. Ce best-seller a été inventé il y a tout juste 50 ans par un des nombreux immigrés turcs arrivés en Allemagne dans les années 70. Plusieurs candidats se battent pour la paternité, mais hélas, aucun n'a déposé le brevet. Sinon, il serait milliardaire. Rien qu'à Berlin, il y a 1600 stands de donneurs, 18 000 dans toute l'Allemagne. Évidemment, ce délice existe aussi en France, mais avec quelques différences. Déjà, la chose ne s'appelle pas seulement donneur ou kebab, mais sandwich grec. Car en France, les premiers kebabs sont d'origine grecque, appelés gyros, et arrivés dans les snacks du quartier latin également tenus par des Grecs. Depuis, les kebabs ont colonisé toute la France, 11 000 stands à ce jour, tenus par des Grecs, des Turcs, des Arabes ou qui en a envie. Ce qui est sûr, c'est que dans les quartiers délaissés de France ou d'Allemagne, donneurs ou kebabs sont souvent les derniers commerces qui restent. Ensuite, le pain. En général, c'est du pain pita, mais rond et pas toujours toasté. Ou alors une baguette, ou même une crêpe. Puis, enjeu crucial, la sauce. En France, on la met en premier. Sauce blanche au yaourt, sauce samouraï, sorte de mayonnaise rose épicée au piment, ou encore la sauce algérienne, à la fois sucrée et piquante, et qui en fait n'a absolument rien d'algérien. Arrive ensuite salade tomate-oignon. 3 mots prononcés comme un seul, pas de chou, et bien sûr la viande, agneau, dinde, veau, bœuf ou poulet, mais marinée. Et enfin surtout, plein d'œufs frites. Parfois directement dans le sandwich, soit 1000 calories pour 7 euros. Depuis peu, le donneur allemand, avec son chou rouge et sa jolie sauce aseptisée, a passé le Rhin. Basique, authentique ou plus gastronomique, on le trouve de plus en plus à Paris dans des enseignes branchées qui adorent jouer la carte berlinoise. Mes garçons n'en ont rien à faire. Pour eux, le meilleur donneur se déguste toujours en Allemagne, et moi, je ménage la chèvre et le chou, comme on dit. Le chou rouge, c'est certes excellent, et j'ai quand même un petit faible pour les frites. Ce que je préfère manger l'été, ce n'est ni la glace, ni la salade César, c'est la zapiekanka, du verbe zapiekać, gratiner. Je suis née en France, à Paris, mais mes parents sont polonais. Pendant toute mon enfance, j'ai donc passé l'été en Pologne où je me délectais de ce fast-food polonais. La zapiekanka est une sorte de baguette coupée dans la longueur que l'on peut facilement transporter dans une main et c'est très pratique pour manger en marchant. Après le kebab, c'est le snack favori des fêtards affamés et des étudiants sans le sou. Dessus, des champignons et des oignons cuisinés, une généreuse couche de fromage fondu et du ketchup. Et si j'utilise le mot baguette, ce n'est pas un hasard, car la zapiekanka est née grâce à l'amour pour la baguette d'un dirigeant communiste polonais. En 1970, Edward Gierek devient premier secrétaire du Parti communiste polonais. Une fonction qui est alors aussi importante que président de la République en France. Il veut moderniser le pays et entame des réformes administratives. Des personnes privées peuvent ouvrir des petits restaurants ou des snack-bars sans trop dépendre des directives de l'État. Dans la foulée de cette libéralisation,
Guérec achète des licences pour la production de Fiat, de Coca-Cola, mais aussi de baguettes. Pourquoi la baguette? Eh bien, figurez-vous que Edvard Guérec a passé sa jeunesse en France, dans les mines du Nord-Pas-de-Calais, et il a même été membre du Parti communiste français. Et après son retour en Pologne, il garde de cette période un savoureux souvenir de la baguette. Et en 1972, Edvard Guérec signe avec Valéry Giscard d'Estaing la déclaration sur l'amitié et la coopération entre la République populaire de Pologne et la République française. Alors les deux États s'engagent à faciliter les échanges culturels et technologiques, et la direction centrale de l'industrie de la boulangerie et de la confiserie polonaise a la possibilité d'acheter des machines et des licences technologiques, c'est-à-dire le savoir-faire, pour créer les premières baguettes polonaises. Bon, la baguette polonaise est plus petite que la française, et sa croûte est moins croustillante, mais elle connaît un grand succès. Car elle remplace avantageusement les bułki, les petits pains traditionnels polonais d'où la farce sortait toujours aux premières bouchées. La forme longiligne gagnait haut la main et on pouvait bientôt trouver la zapiekanka un peu partout en Pologne, dans des caravanes ou des camions-restaurants, près des gares, des écoles ou des usines. Aujourd'hui, il y en a avec du bacon et de la sauce épicée et même une version hawaïenne avec de l'ananas et de la sauce barbecue. Mais la classique, celle avec les champignons, les oignons et le ketchup, reste la plus populaire. Alors quand j'ai trop envie d'une zapiekanka, je m'en prépare une à la maison. Mais rien ne vaut la vraie, celle qu'on mange en Pologne. Selon moi, la meilleure zapiekanka se trouve d'ailleurs dans le sud-est du pays, à Mielec, près du marché couvert. Ce n'est pas d'une originalité folle, mais voilà, j'adore me promener au bord de la mer. Et entre l'Allemagne et la France, je ne manque pas d'options. La mer du Nord, la mer Baltique, l'Atlantique, la Manche et, un peu plus dolce vita, la Méditerranée. Seulement, à chaque fois que je me promène en bord de mer en France, il me manque quelque chose à tenir dans la main. Non, ce n'est ni la longue vue ni la pipe, je parle d'un petit snack, le Fischbrötchen, le petit pain au poisson. J'ai eu beau chercher à Marseille, Deauville ou Brest, je n'ai trouvé aucune guérite pour acheter ce délice qui accompagne mes balades à Sylt, Grömitz ou Hambourg. Là-bas, en revanche, on en trouve du matin au soir, à la plage, au marché, au port, dans n'importe quelle rue, zone piétonne ou gare. Et bien sûr, dans toutes les fêtes de village, où vous pouvez vous délecter, outre de la chorale d'hommes en chemise de matelot, d'innombrables Fischbrötchen en tout genre. Bref, ce snack est culte dans le nord de l'Allemagne. Voici le spécimen le plus courant. Du hareng mariné dans un petit pain, de l'oignon, des tranches de cornichons, une feuille de salade, c'est tout. Pas de sauce, pas de chichi. Vous trouvez ça presque aussi austère qu'une église protestante? Eh bien, vous avez parfaitement raison. Le Fischbrötchen est un mets d'une simplicité extrême et donc d'une authenticité sans pareille. Enfin, en ce qui me concerne. Allez, si c'est trop rude pour vous, essayez la version truite ou la version maquereau, ou carrément le cabillaud frit avec sa sauce rémoulade. Ça passe mieux, non? Le Fischbrötchen à l'anguille, c'était le choix d'Emmanuel Macron, grimaçant sur cette photo aux côtés du chancelier Olaf Scholz, qui aurait tellement aimé que le président français se passionne pour la gastronomie allemande. Eh bien, peut-être une prochaine fois. À l'origine du Fischbrötchen, pas d'inventeur ni de cuisinier identifié. Juste un besoin, celui de se sustenter de façon bon marché et rapide chez les marins et les ouvriers des grands ports de pêche. Au XXe siècle, le Fischbrötchen s'est répandu en Allemagne, notamment grâce à l'expansion d'une chaîne de fast-food de Brême qui a la particularité de ne vendre que du poisson, Nordsee, mer du Nord en français. C'est chez eux que j'allais, adolescente, pour me régaler, loin de la mer, d'une variante un peu plus saine du hamburger, à savoir le célèbre Bremer, qui renfermait une fricadelle de poisson frit et un peu de ketchup. Miam! Ce qui me turlupine, c'est que ni la chaîne Nordsee, ni le Fischbrötchen aient trouvé le chemin vers la France. Pourtant, les Français ne sont pas seulement de grands amateurs de fast-food, ils consomment aussi 3 fois plus de poissons que les Allemands. On dirait bien qu'il y a là un marché à prendre, mais apparemment, non.
En France, manger du poisson reste de toute évidence une activité un peu noble, que l'on exerce à table et non pas en marchant sur le sable. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est peut-être juste comme ça. Et c'est peut-être très bien, puisque ça me donne une raison supplémentaire de retourner régulièrement en Allemagne. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les mystères d'une spécialité culinaire. Je suis sûr que vous pensez la maîtriser sur le bout des doigts, mais à vrai dire, je me permets d'en douter fortement. Je suis originaire de la Valencia, une belle région dans l'est de l'Espagne. La Valencia est célèbre pour être le fief de la famille Borgia, pour ses fiestas légendaires, durant lesquelles les gens se bombardent mutuellement de tomates ou incendient des statues géantes. Elle est aussi réputée pour ses plages qui débordent de touristes, ses champs d'orangers à perte de vue, et bien sûr, ses champs de riz. Et qui dit riz, dit paella. Ah oui, la Valencia est aussi connue comme étant le saint graal de la paella. La paella valenciana. La paella, c'est un peu comme une divinité gustative en Valencia. C'est le rituel sacré du dimanche. Ça suit un protocole rigoureux et on la déguste comme une expérience quasi mystique. Un peu comme si on participait à la cérémonie religieuse dominicale, mais version culinaire. Alors, imaginez ma tête quand, fraîchement débarqué en France, j'arrive au restaurant universitaire et je vois inscrit Paella Valenciana au menu du jour. Quelle belle surprise! Rien de mieux pour... Enfin, c'est ce que je pensais. Ma joie n'a survécu que quelques minutes. Lorsque je m'approche du comptoir pour me servir une portion de paella, je vois un monsieur en train de préparer un riz avec des choses cuites séparément dans une poêle tout à fait banale, arrosée d'une louche de bouillon, le tout accompagné d'un fier « Olé !» Sacrilège! Comme je ne supporte plus de devoir expliquer en bon valencien que je suis ce qu'est une vraie paella, je vais juste vous donner les éléments nécessaires pour que vous puissiez identifier, déguster, mais aussi profiter pleinement du moment la prochaine fois que vous mangerez la véritable paella valenciana. Commençons par les bases. Le mot paella. Cela signifie littéralement poêle, en valencien, le catalan à nous, à Valence. La paella est donc les fameux récipients très larges, à faible profondeur et munis de deux ou plusieurs petites poignées. C'est simple. Si vous utilisez un autre récipient pour cuisiner la paella, ce n'est plus de la paella. Maintenant, l'histoire. Les débuts de ce plat remontent au XVe siècle dans les zones rurales de la Valencia, plus précisément dans l'emblématique parc naturel de l'Albufera, une lagune d'eau douce au sud de la ville. C'est là, au milieu des champs de riz, que la paella est née. La géographie de la région a influencé les ingrédients. Puisqu'il s'agissait d'une zone d'élevage pauvre, ce sont les petits animaux comme les lapins et les poulets qui sont à la base. Et le cadre naturel de l'Albufera a même permis d'ajouter du canard, des escargots et, tenez-vous bien, une sorte de rat. Oui, vous avez bien entendu, un rat des marais. Non, ce n'est pas un rat commun comme ceux que l'on trouve dans les égouts de Paris, mais plutôt un campagnol amphibie très mignon, menacé aujourd'hui par les insecticides et autres polluants. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, il a pris sa retraite des recettes de la paella. Viennent ensuite les légumes locaux. Tomates râpées, et oui, la tomate, ça se râpe, bajoquetes, haricots verts plats, quelques garrofons, de très gros haricots blancs, le safran, et bien sûr, le riz rond de la Valencia. Mais surtout, pas des petits pois ni des chorizo. Pour un Valencien, c'est aussi invraisemblable que pour un Breton d'imaginer incorporer du wasabi dans ses crêpes. Depuis toujours, on se rassemble autour de la paella, c'est un plat festif. Et l'été, dans la région des Valences, les villageois se retrouvent dans la rue pour cuisiner leur paella traditionnelle et se livrer à de vraies compétitions. Ce sont les fameux paellas al carrer, littéralement paellas dans la rue. Alors, voici quelques conseils à suivre si, par hasard, vous vous retrouvez dans l'un de ces festivals de paella. Vous mangerez directement dans la paella le récipient. Pas de riz servi dans les assiettes. Ça, c'est réservé aux enfants. Pour éviter de prélever des portions du voisin, imaginez la paella comme un camembert. On se sert un biais du bord vers le centre en respectant scrupuleusement la ligne du voisin. Préférez la cuillère à la fourchette. Vous allez prendre des portions plus grandes. Si un convive veut ajouter un peu de citron, c'est son droit.
mais il doit obtenir l'approbation de ses voisins. Lorsque la cuillère touche le fond métallique, il est probable que vous tombiez sur le tant attendu socarrat. Le socarrat, c'est ce léger grillé qui s'obtient en caramélisant les sucs de cuisson dans le riz. Partagez l'or noir si vous ne voulez pas finir en dispute avec les voisins. Voilà, vous savez tout. Je vous quitte, ce soir, c'est moi qui suis de paella, les fourneaux m'attendent. Connaissez-vous le plat préféré des Français? Figurez-vous qu'un récent sondage a révélé que si le poulet frite arrive en première place, suivi par la raclette et la pizza, le couscous arrive en 4e position, coiffant ainsi sur le poteau le bœuf bourguignon et la blanquette de veau. Mais enfin, le couscous n'est pas une spécialité française, me répondrez-vous. Et alors? Il est en effet devenu au fil des années l'un des plats les plus populaires. Institutionnalisé, le couscous s'affiche au menu de midi des restaurants et s'expose en kit dans les rayons des supermarchés. Tout cordon bleu digne de ce nom se doit par ailleurs de posséder un couscoussier dans sa batterie de cuisine. Des « Allo Couscous » émaillent enfin les 4 coins de la France pour répondre aux envies pressantes de ce délice. À force, les Français en oublieraient presque que le couscous est au départ originaire du Maghreb. Étymologiquement, le mot couscous vient de l'arabe couscous, qui a lui-même emprunté le mot kseksu, qui signifie en tamazight bien roulé, arrondi, comme la graine de semoule que l'on roule traditionnellement à pleine main. Le terme couscous désigne aujourd'hui aussi bien la semoule de blé que le plat cuisiné dont la semoule est l'ingrédient de base. Ce mets se compose généralement d'un bouillon de légumes et de viande, le tout épicé au ras el hanout et relevé d'une pointe de harissa. C'est sous Charles X, ou plus exactement en 1830, que les Français débarquent en Algérie et occupent le pays. Ils découvrent alors pour la première fois la graine d'or. Mais il faudra attendre la décolonisation, le rapatriement des pieds noirs ainsi que l'arrivée d'immigrés venus d'Afrique du Nord dans le début des années 1960 pour que le couscous s'installe définitivement en France. Depuis, le couscous est rentré dans le quotidien alimentaire des Français en s'adaptant aux mœurs gastronomiques avec plus ou moins de bonheur. On le sert au poulet dans les cantines d'école, au merguez dans les guinguettes, il sera maison au bistrot du coin, royal les jours de fête et accompagnera le traditionnel méchoui du 14 juillet organisé par le comité des fêtes de la mairie. Franchouillard à souhait, il lui arrive même, ô blasphème, d'être agrémenté de côtelettes de porc pour des raisons que le couscous ignore. Mais pourquoi donc le peuple français plébiscite-t-il le couscous avec tant d'ardeur? D'abord, parce que le couscous, c'est bon, c'est sain, mais aussi probablement parce que c'est un plat qui rassasie toute la famille pour un coût modeste. Et on l'arrose comme il se doit d'une petite bouteille de Sidi Brahim ou de Boulaouane, de quoi éteindre le feu animé par la harissa. Alors, qui a dit que le couscous n'était pas un plat national? Savez-vous qu'en matière de gastronomie, les Allemands brisent allègrement les règles et prennent une liberté insolente à confectionner des mets d'une grande inventivité, mariant les ingrédients les plus aléatoires? Une laitue garnie de mandarines, une tartine Nutella salami ou encore un sandwich camembert confiture font partie du quotidien alimentaire de nos voisins d'outre-Rhin. Parmi ces mariages fantaisistes, j'ai pourtant trouvé un petit encas qui m'a fait céder, je l'avoue, plus d'une fois. Il s'agit du Hawaii Toast, le toast Hawaï en bon français. Pour un Français, le toast Hawaï ressemble à s'y méprendre à un croque-monsieur. Du pain de mie, une demi-tranche de jambon, du fromage à toast. Seuls les initiés noteront au premier regard que sous l'épaisse couche de fromage fondu, une rondelle d'ananas, si possible de conserve, s'est immiscée. Le tout est surmonté d'une cerise confite bien rouge. Aussi surprenant soit-il, ce croque-monsieur tropicalisé n'a d'hawaïen que le nom qu'il porte, puisque nous avons affaire ici à une spécialité tout à fait allemande. Les historiens s'accordent à attribuer son invention à un certain Clemens Wilmenrod en 1955. Wilmenrod est le tout premier cuisinier vedette de la télévision allemande. Il anime alors une émission très populaire, Wilmenrod bittet zu Tisch, Wilmenrod vous invite à sa table.
Et très rapidement, il fait figure de pionnier de la cuisine allemande moderne. Il propose d'ailleurs de surprenantes créations, n'hésitant pas à avoir recours aux petits pois en boîte, au ketchup ou autres bouillons cubes. Les téléspectatrices allemandes émerveillées le vénèrent. À cette époque, nous sommes en plein miracle économique et lassée des années rutabaga, la ménagère découvre un monde jusque-là insoupçonné, celui des petits canapés, du cocktail de crevettes et des œufs à la russe. Le toast Hawaï personnifie alors ce Wirtschaftswunder, ce miracle économique. Son invitation au voyage symbolise le bouleversement culturel qu'est en train de vivre l'Allemagne après des années de cloisonnement. Et plus que tout autre mets, ces quelques centimètres carrés de bonheur incarnent la quête de la nouvelle Allemagne. Tourner la page pour célébrer enfin avec opulence la prospérité retrouvée. Le toast Hawaï est l'un des rares héritages gastronomiques de cette période à avoir survécu pour s'installer durablement dans les habitudes culinaires des foyers allemands. Toutes les recettes allemandes contenant de l'ananas s'appellent désormais Hawaï. Il y a la pizza Hawaï, les pâtes et même le kebab Hawaï. Ces dernières années, le toast est redevenu à la mode. Sur les réseaux sociaux, les influenceurs culinaires et autres chefs célèbres proposent leurs recettes revisitées. Et bien sûr, on débat aussi de son nom et de savoir s'il est politiquement correct ou non. Quoi qu'il en soit, pour les petits Allemands, le toast Hawaï est un encas festif qu'ils mangent au restaurant avec leurs parents ou lors des fêtes d'anniversaire. Le Hawaï Toast est devenu un souvenir d'enfance impérissable, une vraie Madeleine de Proust pour des générations d'Allemands.